si certains groupes, les quatre, je pense que ce sont quatre, parce qu'ils font les fusions, les Big Four, si elles s'approprient encore le vivant, le brevet, etc., ça veut dire que d'autres sont dépossédés, forcément. Il y a expropriation de l'autre côté. Bien sûr. Parce que pour ces biotechnologies, quelle est la matière première de la biotechnologie? Ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui, d'ailleurs c'est encore nouveau, toujours attention au terme, on appelle maintenant ça des ressources génétiques. Parce qu'on va travailler sur des gènes pour les modifier, les transformer, pour fabriquer ces fameux micro-organismes ou pour fabriquer des nouvelles semences, des nouvelles variétés végétales qui évidemment vont nous aider à lutter contre la sécheresse, les inondations, les sols pauvres, la pollution en nitrate, tout ce que vous voulez. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées en particulier donc par ceux qu'on appelle les Big Four des semences, c'est-à-dire l'oligopole des semences, qui sont... il y a une concentration incroyable du secteur. Il y a 6 ans, ils étaient encore 6. Aujourd'hui, ils sont 4. Depuis que Bayer a racheté Monsanto. Donc, on a Bayer-Monsanto, on a DuPont-Dow. À chaque fois, remarquez que ce sont des industries chimiques au début qui sont devenues. Donc, c'est quand même intéressant à noter. Ce sont les grands chimiquiers mondiaux qui possèdent le marché des semences industrielles. Pas les petites semences paysannes, mais les semences industrielles. Ils sont 4. Syngenta, qui a fusionné, qui a été racheté par un groupe chimique chinois, Bayer, Monsanto Bayer, DuPont-Dow et BASF, autre grand chimiquier. Et comment faire de l'argent, comment développer les biotechnologies si le vivant n'est pas appropriable? Avant, jusqu'en 1980, il était interdit de déposer des brevets sur toute matière vivante, parce que le vivant était hors du domaine de la brevetabilité. Mais avec les découvertes scientifiques sur les bricolages génétiques, c'était au début des années 70, il y a eu des perspectives de profit absolument phénoménales par l'industrie, qui ont fait un lobbying intense auprès des gouvernants en disant mais on peut pas développer nos inventions si on peut pas se les approprier. Donc tant que le vivant, tant qu'on peut pas déposer des brevets sur les gènes, on va pas développer l'industrie des biotechnologies. Résultat, en 80 aux États-Unis, en 98 en Europe, on a eu, et ensuite en 95 déjà par l'OMC, ça veut dire dans le monde entier, tous les pays qui adhèrent à l'OMC, c'est-à-dire la grande majorité des pays du monde, sont obligés de développer des systèmes de propriété intellectuelle sur le vivant. Et du coup, toutes ces grandes entreprises qui viennent bricoler des semences pour nous dire, voilà, maintenant je vous donne des semences qui vont résister à la sécheresse, vous allez voir, ou alors enrichies en nutriments, comme ça on va sauver l'humanité de la faim. Enfin bon, ils ont toujours un discours évidemment extrêmement positif. En fait, ils font ça pourquoi? Parce que ça leur permet de déposer des brevets sur des séquences génétiques. Et aujourd'hui, on a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de gènes et de séquences génétiques qui sont propriété privée de ces grandes firmes et des petites startups de biotechnologie. Et le problème, moi, donc en travaillant sur cette question que j'ai quand même trouvé, qui me semble être peut-être la critique la plus forte, me semble-t-il, qu'on peut faire aux OGM, c'est celle-là, c'est-à-dire que les OGM, d'un point de vue de la santé, on n'est pas très sûr des effets que ça fait. Peut-être que ça peut rendre malade les êtres humains ou les bestiaux, on n'est pas très sûr. Par contre, que ça exproprie les paysans de la possibilité de faire leurs graines, ça on en est sûr, puisque comme ce sont des graines sous brevet, on n'a pas le droit de les ressemer. Or, c'était quand même une pratique traditionnelle depuis les débuts de l'agriculture, il y a 12 000 ans. Les paysans gardaient leurs graines, les sélectionnaient les meilleures, les replantaient, et du coup, ils étaient autonomes. Toujours la même chose. À partir du moment où ce sont les industriels qui se sont appropriés les semences, eh bien, les paysans sont obligés d'acheter des semences tous les ans et ils n'ont plus le droit de faire leurs graines. Et la manière dont évolue la science aujourd'hui est particulièrement inquiétante. C'est que au début du bricolage génétique, on prenait un gène, par exemple, le gène de la résistance au froid chez le saumon, qui est un poisson donc qui vit dans les eaux froides, et on le greffe à une tomate ou à une fraise. Comme ça, on va pouvoir cultiver des fraises ou des tomates plus haut en latitude, et parce qu'elles résisteront mieux au froid. Aujourd'hui, on est bien plus loin dans les bricolages génétiques parce que les chercheurs s'attaquent aux processus métaboliques fondamentaux du vivant. Par exemple, il y a des chercheurs, des groupes de recherche
largement financé par ailleurs par la fondation Gates, hein, qui est partout dans ce genre de recherche, pour améliorer la photosynthèse. Vous pouvez remarquer, la photosynthèse n'est pas un processus assez efficace. Sans photosynthèse, il n'y aurait pas de vie sur Terre, mais bon, c'est quand même pas assez efficace, donc il faut la booster, c'est leur terme. Et du coup, ils travaillent pour rendre la photosynthèse plus rapide, plus efficace. Ça veut dire que les gènes qui vont breveter, ce sont des gènes qui codent pour le processus de la photosynthèse. Pareil pour la fixation de l'azote par les plantes, ils vont breveter les séquences génétiques qui interviennent dans le processus métabolique de fixation de l'azote par les plantes. Résultat, ces industries sont en voie, on n'est pas encore là, mais la direction générale est quand même celle-là. Ces industries sont en train de s'approprier, lentement mais sûrement, ces processus qui sont quand même au fondement de la vie sur Terre. Hein, et on n'est pas à l'abri, c'est une dystopie, mais malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça, un jour de voir Bayer Monsanto ou leurs collègues nous dire « Ah non, la photosynthèse, c'est à moi ». On n'en est pas encore là, mais la direction que l'on prend est celle-là. Je reviens sur un élément du point de départ. Une de vos spécialités, une de vos thématiques, c'est les OGM. Vous montrez qu'en fait, le discours consistant à nous dire, mais en fait, finalement, les OGM, c'est fait pour nourrir les milliards d'humains sur la planète et on ne pourra pas s'en passer. Finalement, vous nous montrez que c'est un discours de propagande, ça, que les OGM ne servent pas d'abord à nourrir la planète. 99% des OGM cultivés sont des OGM, en fait, sont des plantes industrielles. Donc, ils vont servir à faire indirectement, elles vont nous nourrir parce qu'elles vont servir à faire de l'aliment pour le bétail, comme le soja d'Amérique du Sud, qui est à l'origine de la déforestation massive de l'Amazonie, au passage. Et donc, c'est essentiellement pour faire des aliments pour le bétail, du coton et des biocarburants, hein, ou des arbres à croissance rapide pour faire de la biomasse. Donc, 99% des cultures OGM aujourd'hui, ce sont des plantes industrielles qui ne sont pas destinées à l'alimentation humaine directement. Donc, le discours qui vient nous dire c'est pour nourrir la population humaine croissante, c'est tout simplement faux. Donc, il suffit de regarder les chiffres donnés même par les lobbies des OGM, qui donnent quand même des statistiques sur l'évolution des surfaces cultivées. Voilà, c'est juste une contre-vérité totale. Et là encore, voilà, il me semblait que c'était important d'aller voir précisément ce qui se fait, ce qu'on fait, pas simplement ce qu'on dit, mais ce qu'on fait réellement. Et c'est là qu'on voit vraiment ce qui se passe. Alors, en conclusion, nous allons rester sur une note optimiste, ou plutôt passer à la conclusion. Vous avez sinon donné une solution et une seule, ça serait bon, ça serait, mais vous avez donné des pistes. Qu'est-ce qui fait que justement il ne faut pas désespérer, que vous maintenez grand ouvert la porte? D'abord, vivre désespéré, c'est quand même assez difficile. Donc, on essaye toujours d'essayer de trouver des raisons d'espérer. Et puis, donc, une bonne partie de mon livre est consacrée à l'agriculture et l'autre partie aux politiques de protection de la nature. Donc, toujours à nos relations avec la nature. Hein. C'était vraiment ça mon sujet. Et du coup, pour éviter que les gens qui referment mon livre aient envie de se suicider à la fin de la lecture, je me suis dit quand même, c'est pas possible. Il faut que je donne des choses positives aussi, des raisons justement d'espérer. Et il se trouve que en agriculture, on sait ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, par exemple, depuis 20 ans, tous les rapporteurs du droit à l'alimentation de l'ONU disent tous la même chose. Hein. Ce ne sont pas des dangereux révolutionnaires, hein, ce sont les rapporteurs du droit à l'alimentation de l'ONU. Disent tous la même chose. Il faut urgemment sortir de l'agriculture industrielle et généraliser l'agroécologie, l'agriculture biologique, une petite agriculture locale, paysanne, familiale, ce que propose par exemple en France la Confédération paysanne, au niveau international la Via Campesina, et tout ce genre de syndicats agricoles. Et moi, il me semble que autant les questions d'énergie, par exemple, sont beaucoup plus complexes à traiter, savoir comment sortir du pétrole aujourd'hui, vu notre niveau de consommation énergétique, c'est quand même très compliqué. Autant au niveau de l'agriculture, on a les solutions.
Je ne dis pas que c'est facile à mettre en œuvre, parce que ça exigerait des réformes agraires certainement pas très populaires, enfin bon, plein de choses. Un démantèlement du droit de la propriété intellectuelle sur le vivant, une remise en question de la mondialisation des produits agricoles, enfin bon, c'est quand même du lourd, mais on sait ce qu'il faudrait faire, c'est généraliser ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie ou l'agriculture paysanne. Ça permet de nourrir les populations, parce que c'est une agriculture vivrière. Aujourd'hui, l'agriculture industrielle utilise 70% des terres, 80% des ressources en eau, et produit même pas 25% de la nourriture consommée dans le monde. À l'opposé, l'agriculture paysanne utilise 25% des terres, 20% des ressources en eau, est quasiment pas émettrice de gaz à effet de serre, ne détruit pas la biodiversité, au contraire, elle la conserve, et nourrit entre 70% et 80% de la planète. Donc je sais pas, c'est vraiment des chiffres tout simples, et ça suffit à remettre un peu les choses en place. Ça vaut peut-être mieux qu'un long discours. Et encore une fois, donc, aux plus hautes instances de l'ONU, on dit ça. Mais évidemment, et moi, ce qui me semble, oui, juste pour finir donc sur ce côté un peu optimiste, je me dis que on sait ce qu'il faudrait faire, on pourrait le faire si on avait la volonté politique, et ça pourrait être une première étape, sachant que quand même le système alimentaire, c'est-à-dire agricole plus agroalimentaire, aujourd'hui, est à l'origine de quasiment un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, sans parler de toutes les maladies chroniques, des cancers, de l'obésité, des diabètes, de tout ce que vous voulez, de la perte de biodiversité, de la pollution des eaux. Enfin bon, on connaît les ravages de l'agriculture industrielle. Et ça pourrait être un premier pas qui nous permettrait d'avancer quand même grandement. Et puis après, on apprendra en marchant. Peut-être déjà, ça serait quand même super. Ça permettrait de reprendre contact, de réorganiser les territoires de manière plus locale, avec des circuits courts, en arrêtant de polluer, retrouver de l'autonomie. Et là, à partir de là, on pourrait étendre petit à petit. Ça pourrait faire des expériences qui nous permettraient de penser comment on modifie aussi nos systèmes énergétiques, nos autres systèmes productifs, etc. Parce qu'évidemment, on ne va pas réussir à tout faire en un seul coup. Comme ça, c'est pas possible. Mais donc, je me disais que commencer par l'agriculture, dans la mesure où, en gros, on sait ce qu'il faudrait faire, ça serait un super premier pas. Et donc, dans mon dernier chapitre, j'esquisse un peu les grandes lignes des mesures, enfin, les grands types de mesures qu'il faudrait prendre pour généraliser l'agriculture paysanne et sortir de l'agriculture industrielle. Voilà.